en train de parler, de discuter de choses apparemment compliquées et dont l'intelligence artificielle. Alors au départ, il y avait l'oral. Les êtres humains ont commencé à communiquer sans trop savoir comment. Ça s'est passé à quelques 50 000 ans ou 100 000 ans. L'être humain, après être resté muet pendant 100 millions d'années, a décidé de commencer à changer son langage de grognement en parole. Nous ne savons pas comment ça s'est passé. Mais sûrement, après qu'il soit descendu de l'arbre, parce que pendant très longtemps, il était perché sur l'arbre, et à un moment donné, il s'est dit, bon, c'est peut-être une bonne idée de descendre, voir un peu ce qui se passe en bas. En bas, il s'est retrouvé à quatre pattes, et puis il s'est dit, à quatre pattes, je ne serais pas capable de voir de loin les ennemis et les prédateurs, je vais me mettre debout. Et ce n'était pas une très mauvaise idée, parce qu'en se mettant debout, il s'est libéré deux pattes. Et il s'est dit, bon, maintenant j'ai deux pieds, je marche avec, mais les mains, je fais quoi? Et avec les mains, ce qu'il a fait, c'est commencer à construire des outils. Vous me voyez venir, d'outils, nous sommes arrivés à technologie. Mais quand il s'est retrouvé en bas, il a trouvé encore plus pratique de se mettre en groupe avec d'autres humains pour chasser. Et pour se mettre en groupe et chasser avec les autres humains, il s'est dit, bon, c'est une bonne idée aussi de parler avec ces autres humains, c'est comme ça que je pense que la parole a vu le jour. Et donc nous avons commencé à parler comme ça, quand nous étions dans cet état-là, sauf que la parole, ça va avec le vent, et je vous vais vous emmener en voyage de Tunis. On va traverser l'Atlantique, voyage que je vais faire dans 2-3 jours en fait. Nous allons aller à l'autre bout du Canada, à Vancouver, et au nord de Vancouver, il y a une tribu qui s'appelle les Squamish. Voilà. Alors, les Squamish, c'est une tribu qui est en voie de disparition. Ils sont à peu près 4000. Et de ces 4000, il n'y en a que 10 qui parlent le langage de leurs ancêtres. Ils sont en train maintenant de vouloir multiplier ce nombre, difficilement, mais c'est pour vous dire que l'oral, l'objectif, c'est d'arriver à ce chiffre-là, à ce nombre-là, de gens qui parlent la langue d'origine. En fait, les langues sont en train de disparaître. Il y en avait 9000 il y a 1000 ans de langues. Actuellement, il y en a quelques 6500, 7168, dépendant de qui vous demandez. Et ce que nous voyons là, c'est effectivement une disparition des langues, et on se demande vraiment lesquelles qui vont rester. Au XIIIe siècle, il y aura uniquement 100 langues. Est-ce à dire que nous allons parler moins? Apparemment, oui. Nos enfants, il n'y en a pas beaucoup ici, des générations Z, de ce que j'en vois. Ils parlent très peu, des phrases très courtes, des mots très courts, et quand les mots sont trop longs, ils les rendent courts. C'est un peu comme inscrit, ou comme calcul, ou comme bon, vous savez. Les langages sont en train de s'estomper, la disparition de beaucoup de mots au profit d'autres mots qu'on dit à chaque tournant de phrase, comme par exemple du coup. Vous allez trouver du coup dans chaque tournant du coup de phrase. Alors, les statistiques disent qu'en fait c'est pire que ce que je dis, c'est 90% des langues qui vont disparaître. Et c'est un phénomène que nous sommes en train d'observer, même dans nos contrées. Et il y en a beaucoup qui sont en train de défendre leur culture, leur héritage, leur culture, comme les Kabyles par exemple. Et c'est un fait indéniable. Alors la question est de savoir, est-ce que nous sommes en train de nous inclure ou de nous exclure? Est-ce que nous sommes en train de converger ou de diverger? Et si nous sommes en train de parler la même langue, ou tendant vers la même langue ou les mêmes langues, il semblerait qu'en fait, nous sommes en train de nous ressembler de plus en plus. Et je ne pense pas que nous ressembler de plus en plus inclut une quelconque définition de diversité. Alors, nous allons passer à l'écrit maintenant, parce que c'est un peu trop déprimant ce que je viens de dire, je conviens. Et l'écrit, ça aussi, on ne sait pas comment est-ce que l'être humain a commencé à écrire. Et je parle ici, en fait, de peinture rupestre sur les parois des grottes, des cavernes, les hiéroglyphes, etc. Il paraît, il y a une légende qui avait un dieu égyptien qui s'appelle Thoth, qui avait plusieurs cordes à son arc, qui avait plusieurs départements, était dieu de l'écriture, de la magie, de la prévoyance. Il s'est dit, tiens, nous allons offrir aux humains l'art d'écrire. Et voilà ce qui s'est passé. Donc maintenant, nous écrivons, ce qui a causé des démêlés entre Platon et Socrate. Nous pouvons voir le dialogue concernant l'écriture dans Phèdre, la pièce Phèdre, où en fait Socrate était totalement contre l'écriture parce que l'écriture tuait la mémoire et que ça rendait les gens stupides.
Les Arabes du 9e siècle pensaient exactement la même chose, c'est pour ça qu'ils avaient bloqué la venue de l'écriture de la Chine et qui a retardé en fait l'apparition de l'imprimerie en Europe. Donc ici, Socrate et Platon en train de converser. Alors, ce qu'il a dit, une des inspirations, comment on dit insight en rapport en français, une des insights de Socrate, c'est qu'en fait, la communication est passée de l'auditif, de l'oreille, à l'œil. Nous n'écoutons plus le langage parlé, nous sommes en train de lire ce qui est écrit. Passons à l'imprimé ou à l'imprimerie. En fait, vous savez que c'est vers 1450, nous n'avons pas beaucoup de données là-dessus, mais on dit souvent que c'est vers 1450 que M. Gutenberg avait inventé ou créé l'imprimerie, ce qui évidemment n'est pas vrai, puisque ce sont les Chinois qui l'avaient fait quelques siècles auparavant. Mais bref, alors je note ici, en confidence, puisque nous sommes entre amis, je me suis rendu compte en préparant cette présentation que M. Gutenberg, Johannes Gutenberg, était né à Mayence, et c'est la ville où ma mère était née aussi. Je me donne un droit d'héritage de parler de Gutenberg qui est né dans la même ville que ma mère. Et c'est une diapo que j'ai enlevée parce que j'allais mettre le bulletin de naissance de ma mère, il faut que vous ne m'en croirez pas. Alors, quand ils ont inventé l'imprimerie, il y a eu des livres, il y avait évidemment des parchemins, des manuscrits, auparavant, il y en avait beaucoup même, mais des livres, il n'y en avait pas beaucoup, quelques 30 000 manuscrits, et pour avoir une copie d'un livre, il fallait se déplacer, aller payer un script qui était très cher pour en faire une copie. Alors, quand il a inventé l'imprimerie, en 1450, il y avait quelques centaines de livres imprimés uniquement. Vous devinerez que c'est plutôt la Bible et ses différentes versions qui avaient fait bénéfice de cette imprimerie. Quelques 5 ans plus tard, nous sommes arrivés à 20 millions de livres. Alors c'est bon, maintenant ce n'est plus du vent. Ce qu'on sait, on va l'écrire, on va le passer à la postérité et la science, le savoir, ne va pas disparaître avec ceux qui meurent et qui en emportent avec eux. Sauf que, en terre arabe, nous avons eu un retard parce qu'il a fallu attendre 1728 pour qu'il y ait quelque chose d'imprimé en terre arabe. C'était en 1710, je crois, que le Coran avait été imprimé, comme la Bible, quelques centaines d'années auparavant, mais ça avait été fait à Malte. Mais c'est la première fois que ça a été fait en terre arabe, c'est en 1728. Donc si on prend 1728 et qu'on parle de 1450, quelqu'un peut faire le calcul. C'est important de savoir ce genre de choses. Alors, le problème avec l'imprimerie, c'est que comme la parole, ça disparaît. Je ne sais pas comment ça se fait, les incendies, mais vous ne pouvez pas imaginer la quantité de savoir qui a disparu dans les flammes. Déjà, la bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée 2 fois, une fois par Jules César et une autre fois par les musulmans. Et ensuite, je dis, tiens, je vais faire l'inventaire des bibliothèques qui ont été incendiées, et je les ai là. Les bibliothèques alors, la bibliothèque d'Alexandrie, évidemment, 323 et 48, et 641, 3 fois, excusez-moi. Bibliothèque de Pergame, Temple de Jérusalem, Celsus, Antioche, et j'en passe, en fait, le nombre, il avoisine les 40. Il y en a même qui ont été brûlés plusieurs fois, il y en a même qui ont été brûlés ou incendiés récemment. Dans des guerres ou des bombardements. Et donc, tout comme la parole, le papier, ça disparaît aussi, que rien n'est éternel, et qu'en fait, c'est peut-être que nous ne sommes pas encore tombés sur le moyen idoine de communiquer ou de... Alors, on va passer à l'ère numérique, puisque c'est de ça que nous allons parler, en fait. Et l'ère numérique, il y a des choses qui ont changé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'ère numérique? Quand est-ce qu'elle a commencé, effectivement? Quand, en français, on dit « telle année de notre ère », notre ère, elle a commencé en 1950, c'est une convention internationale. Mais l'ère numérique, c'est quoi? Et ça a commencé quand? Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Et surtout, quand on parle en anglais, on dit l'ère digitale, il y a des Tunisiens qui prétendent parler comme ça en anglais. L'ère digitale. Alors, en fait, c'est l'Internet qui a accéléré cette tendance, et je suis en train de vous montrer ici, en quelques années, la prolifération de l'Internet qui est en train de relier l'humanité. Et encore une fois, nous allons converger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et nous avons maintenant plus de 500 câbles, à l'instant même où je ne veux pas, qui vont faire à peu près 35 fois le tour de la Terre si on les mettait bout à bout. Et c'est même devenu un instrument de guerre. Ce que la Russie est en train de faire actuellement, maintenant qu'elle est en manque d'armes et qu'elle est en retard sur les pays de l'OTAN,
c'est de saboter les câbles de la Norvège pour qu'il n'y ait plus de communication. Et les Norvégiens, les pauvres, voyaient que c'était les requins qui mangeaient les câbles, et après ils se rendaient compte que les câbles étaient coupés d'une manière un peu trop précise pour que ce soit des traces de dents. Et donc, même peut-être que l'Internet aussi va disparaître, un peu comme les incendies et comme l'oubli. Et la seule chose, en fait, que je vous garantis et je vous rassure, qui va faire disparaître Internet, c'est l'explosion de la planète. Il est impossible, carrément impossible, vu les précautions prises maintenant, pour que l'Internet disparaisse. Donc, pour le numérique, on y est et on va y rester. Et c'est même ce que quelqu'un a appelé le Global Village, ou le village global. Je ne sais pas si vous êtes familier avec un monsieur qui s'appelle Marshall McLuhan, qui est un professeur de sociologie, qui était professeur de sociologie à Toronto, et qui est connu pour une ou deux choses. The medium is the message, et le village global. Le village global, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, le monde entier est devenu comme un village. Et que nous allons nous ressembler tant qu'en fait, nous allons faire peut-être semblant d'être une tribu. Mais je me suis dit, tiens, mais alors nous nous sommes mis à nous ressembler de plus en plus, parce qu'évidemment, nous avons des liens et il n'y a plus de choc de civilisation et de culture, quoique on pourrait avoir des choses à dire là-dessus. Mais quand j'étais plus jeune ou moins vieux, quelqu'un m'avait dit que ce n'était pas Marshall McLuhan qui avait eu l'idée, que c'était un village global. Et j'ai cherché dans ma mémoire, et je n'ai pas trouvé, je l'ai cherché sur Internet, et savoir qui a dit que, en fait, le village global. Mais nous allons revenir à ça. Tout d'un coup, nous avons commencé à voir dans nos écrans des poubelles comme ça. Moi, j'ai jamais vu une poubelle comme ça en Tunisie. Et tout d'un coup, nous avons commencé à manipuler les poubelles des autres. On peut avoir un autre, ça c'est la boîte postale. J'en ai jamais vu dans nos contrées, était comme ça. Mais tout d'un coup, nous avons commencé à associer ce symbole à l'idée du courrier électronique. Et même que, bizarrement, nous voyons encore des symboles comme ça. C'est-à-dire que même quand eux, ils sont en retard, mon fils, il m'a dit, c'est quoi, papa, ça? Ça, c'est pour sauvegarder l'identité. C'est quoi, ce machin? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des gens ici, maintenant, qui se rappellent ce que c'est, ça? C'est une petite... Vous vous rappelez ce que c'est? Tu en as vu des disquettes comme ça, toi? Tu as manipulé une disquette comme ça? Hein? Oui, hein? Ah non, il n'y a pas de jeune qui a raison, monsieur, tout à l'heure. Pourquoi avons-nous un symbole de quelque chose qui n'existe plus et que nous gardions nous aussi comme eux? Alors, si c'était un arabe qui avait développé Windows, parce que c'est pas le cas, en fait, je vous rassure, est-ce que vous êtes familier avec cette interface? C'est Windows qui le prend pour des zinzins. À chaque fois qu'on fait quelque chose, il nous demande s'il met en sûr. Vous supprimez un fichier, vous sûr. Mais imaginez que ce soit un arabe, que ça a été un arabe qui ait fait un dialogue comme ça. Qu'est-ce que ça aurait? Qu'est-ce qu'on aurait eu ici? On aurait une brigue normale, puisque la trappe, on va mettre Adi. Nous n'avons pas de oui non dans notre langue, nous avons toujours normal, Adi, machine. Il y a plein d'autres mots. Hein. Excusez la question, ça va le temps de faire rien du mot. Normalement, on a Hamlet, mais nous, on n'annule pas. On aurait pu faire Inch'Allah, Michel, Shaufibeli, Yamalallah, ça aurait été comme ça, la culture. Et peut-être eux, alors, nous sommes en fait adaptés à notre culture, inclus, mais dans la leur, exclus de la nôtre. Quand on revient au livre de Marshall McLuhan, là où il a dit que Global Village, je me suis dit, tiens, le livre, je l'ai trouvé, où en fait, c'est un monsieur qui s'appelle Khaireddine. Vous le connaissez? Tu le connais, Khaireddine Bécha? Nous avons un Bécha aussi, pratiquement. Tu le connais, toi? Hein? Je te donne 20 dinars si tu veux que je te dise qui il est, je te donne 20 dinars. Hein? Tu le connais très bien. Il est sur le billet de 20 dinars. C'est lui, Khaireddine Tounsi, il fallait l'écrire comme ça. Sur Google, Khaireddine Bécha, Khaireddine Tounsi. Comment demander à l'Internet une information sur un arabe? Où est-ce que Khaireddine Tounsi a-t-il parlé du village global? Je vous prie de me croire, ça m'a coûté 2 jours. Pour trouver que Marshall McLuhan a dit que Global Village c'était une fraction de seconde, pour trouver une information plus vieille que celle-là, parce qu'en fait, le livre qui a été écrit en 1962, c'était en 1967 que Khaireddine Bécha avait parlé d'eux, en fait. Alors,
Alors, on va y revenir. Et entre-temps, le courrier électronique qui lui avait été inventé en 1969, j'ai mis 71 parce que ça m'arrange mieux, le premier courrier électronique arabe, c'était grâce à Yahoo. Il s'appelait Yahoo Maktoub, il a été fait en 1998 à Amman. On peut calculer la différence entre 71 et 99. On va me dire que c'est donc la différence entre l'imprimé dans un pays arabe ou en Allemagne, en Mayence. Mais nous parlons ici d'années électroniques. C'est beaucoup plus grave comme retard, en fait. Alors, quand c'est un excellent livre, j'ai dû le lire pour trouver le passage. Je l'ai lu, bon, c'est pas un crime, c'était pas dans le plan. Et c'est un excellent livre que je vous recommande de lire. Et vous seriez étonné comment un Tunisien, à cette époque-là, avait écrit de ces choses-là. Il parlait de train, il parlait de télégraphe. Et c'est la phrase qu'il a dit. Avec le train et le télégraphe, nous allons devenir comme un seul pays. Bingo! Je l'ai trouvé. Alors je l'ai trouvé comme ça. Pensez-vous que c'est un texte cherchable? Et est-ce que vous voyez le passage que j'ai cherché à crever les yeux à trouver? En fait, il est là. Balada Mottahida. J'ai pris ça et je l'ai balancé à ChatGPT et je dis OCR please. Et c'est ce qu'il a fait, il m'a rendu ça. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est? لن نتوقف أن نتصور الدنيا بصورة بلدة متحدة. Village global à l'arabe. Pourquoi est-ce que... Alors imaginez maintenant, quelqu'un n'ait pas su cela et qu'il aille chercher sur Internet ou Google une information pour savoir son origine, ce sera toujours une origine occidentale, quelle qu'elle soit. Et si je le savais, je l'ai trouvé qu'avec peine. Alors, j'en rappelle en 2004, quand Google avait décidé de scanner, c'est comme ça qu'on dit, scanner, numériser, scanneriser, tous les livres de 4 bibliothèques, de 4 universités, et de les mettre dans une... Mais seulement les livres qui sont dans ces universités. Et en fait, à l'époque, c'était un scandale. Parce qu'on s'est dit, bon, c'est un pays culturel, là, il va y avoir sur Internet que des sources anglo-saxonnes. Et ça a coûté des millions déjà, ils ont arrêté. Donc, et après, on s'est dit, bon, tiens, on va inclure les Arabes, qui vont numériser leurs textes eux aussi. Sauf qu'essayer de télécharger un document en PDF et de faire une recherche dedans. Il y a plein de hadiths qui n'existent pas en français du tout, ni en anglais. Des hadiths qui sont écrits dans le genre d'arabe que je vais vous montrer, qui ne sont absolument pas cherchables et qu'il faut lire directement. Donc nous sommes à l'ère du numérique encore, à l'ère de l'imprimé, à devoir lire le livre pour trouver une information qui n'est pas numérisée. Alors, évidemment, quelques bibliothèques arabes se sont mis dans le jeu, et voilà. Bibliothèque numérique de l'Institut Monde Arabe. J'ai eu la liste et je me suis dit, ben, je vais les voir. Peut-être que je vais trouver mon livre, celui-là et un autre, peut-être. Alors, quand on va visiter ce lien-là, voilà le message que je reçois. J'en prends un autre, Bibliotheca Alexandrina, je la trouve, elle existe encore. Ma'arifa, elle existe, c'est bon. Projet Maktabatan, 404. Bibliothèque d'Orient, 404. Catalogue arabe uni, la voilà. Arabic Collection Online. En fait, il n'y en a que 3 sur 7 qui ont survécu. Ils n'ont pas fait d'acquisition de livres depuis belle lurette. Et donc il y a un problème là. C'est que la technologie elle est là, parce qu'elle est au service de tout le monde. Alors que faire dans ce cas-là? Il y a beaucoup d'options à faire. Que faire? Moi j'ai sauté ça. Parce que des fois la technologie elle-même nous joue des tours. On peut en fait sauter directement de l'écrit au numérique. Ça c'est les hiéroglyphes, ça c'est ce que les gens peignaient sur les murs. Et ça, c'est l'aéroport, Tunis-Carthage. Je ne sais pas si vous voyez la similitude. Ou alors entre ces symboles-là et les icônes-là, surtout ça et ça, ou ça et ça. L'inspiration est directe, c'est quelque chose, c'est encore des traces d'ancienne technologie. Alors voyons maintenant, pour en venir à ce qui est essentiel aujourd'hui. Je vous le dis tout cru, il n'y a pas d'IA sans données. L'IA, ce n'est pas des algorithmes. Les algorithmes, on a su en faire depuis Nicholas Wolff. Mais les données, et ça, c'est pas facile à écrire. Ou on les a sans, on les a déjà. Ou alors, vous avez vu ce qui est arrivé aux bibliothèques arabes. Alors, nous sommes en train de voir maintenant les données qui sont en train d'être manipulées, consommées, enregistrées dans le monde, dans toutes sortes de technologies. Alors, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une certaine croissance
comme c'est le cas de tout ce qui concerne les technologies, 149 États-octets en 2024. Et si nous projetons encore plus, ça c'est des chiffres de statistiques, eh ben, nous voyons qu'en fait, il y a comme une sorte d'exponentialité des données qui sont... Ici, cette année, ça va être 175 États-octets dans le monde. Alors, c'est quoi cet États-octets en fait? C'est 250 milliards de DVD. Alors, si vous connaissez les disquettes, vous connaissez les DVD, et sinon, ben, on va voir ce que c'est quoi. Si nous prenions une brique pour chaque JK de chaque États-octets, et que nous mettions les briques côte à côte, nous aurions 258 grandes murailles de Chine côte à côte. Voilà ce que ça veut dire déjà 178. Alors, qu'en est-il ici? Eh bien, ici, ça va être 394 États-octets. Et si on nous compare cela, nous voyons qu'en fait, ça va plus que doubler en l'espace de 4 ans. Et donc, les données, alors, la question est de savoir c'est les données de qui? Parce que déjà, ça fait mal, et ça va faire encore plus mal. C'est les données de qui? Est-ce que nous sommes en train de contribuer à cette exponentialité? Alors, on va voir. Ici, c'est les prévisions de IDC, International Data Corporation, des contributions des différentes régions dans le monde aux données que je viens de vous montrer. Je crois que vous avez tout compris. Nous sommes là, et encore avec nos amis africains. 6,4, et si nous voyons en 2025, ça va être 7 ou 8, et si nous projetons à 2030, ça va peut-être être 10%. Nous ne sommes pas en train de contribuer beaucoup de données. Et quelles données allons-nous contribuer, si ce n'est les nôtres? Et même ça, nous ne sommes pas en train de le faire. Donc, c'est peut-être que nous sommes en train de nous exclure tout seuls. Alors, on va revenir à la carte du monde, et je vais faire un petit exercice pour montrer que si en fait les données étaient de la nourriture, parce que quand on mange beaucoup, on devient obèse, je ne vous cache pas. Et si je mettais des données sur ce, et voir qui serait le plus obèse en termes de données, le schéma serait simplement ceci. Qui est le plus obèse? Et pas pour longtemps. En fait, à un moment où je parle, il contribue maintenant à concurrence de 17,8% des données dans le monde, et devinez qui les devance? Les Chinois, avec 28%. Et ça, c'est maintenant. Et ça continue. Les Chinois sont en train d'inonder le net, leur net, de leurs données et de leur culture. Alors, ici, c'est des données, en fait, des datasets que nous utilisons dans les IA. 26 910 usages de données dans les intelligences artificielles. Et si nous voyons la Chine, c'est-à-dire que la Chine est encore en retard en IA, même si c'est la plus avancée du reste du monde, à part les États-Unis. Si nous prenons l'Inde, parce qu'on peut se dire, bah, tiens, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde là-bas, ils sont des milliards qui habitent ensemble. L'Égypte, c'est 12 usages, la Russie, 6, le Canada, quelques centaines, United Kingdom, et surtout Israël, c'est peut-être là qu'il faut regarder. Israël est implanté au milieu du monde. Ce n'est pas une question de géographie. Bien, alors, et même en scanalisation, revenons-y, voici comment les autres sont en train d'évoluer en scanalisation, c'est-à-dire en documents qui étaient imprimés, qui sont devenus numérisés. Et j'ai gardé ceci pour la fin. Vous avez tout compris. Nous ne sommes pas en train de faire notre travail en termes de digitalisation, même si on le dit tout le temps. Et je vais vous dire pourquoi on fait tout le temps, pourquoi nous sommes en train de parler. Alors que faire? Bon, il y a deux scénarios. Ou nous restons à la traîne, à utiliser les technologies développées par ailleurs, tout le temps avec le même retard, comme entre l'imprimerie et l'Internet et le courrier électronique, ou alors on va faire ce qu'on appelle le leapfrogging, que certains pays africains sont en train de déjà faire, et certains autres d'Amérique latine. Leapfrogging, c'est quoi? C'est arriver à double vitesse à rejoindre les autres, et puis après, aller en promenade ensemble, et peut-être pourquoi pas les dépasser, ce serait plus rêve. C'est des scénarios. Alors, entre-temps, peut-être que le soleil se lève à l'est, on se dit, il y a des choses qui se passent aux Émirats Arabes Unis. Ils ont même, paraît-il, cher ami, un ministre de l'IA, le ministère de l'IA. Bon, je ne voulais pas le dire, ça fait encore plus mal, ça, parce que c'est de notre côté. Et on va voir qu'en fait, ce qui nous réunit. Alors, see how the Middle East is people powering the digital revolution. Est-ce que vous y croyez? Il y a un autre, celui, ça c'est plus récent, c'est le 14 mai
NVIDIA to send 18,000 AI chips to Saudi Arabia, chips that even China cannot have. Mais pourquoi faire? Bon, vous avez remarqué que nous ne sommes plus en train de parler de données, nous sommes en train de parler de matériel, d'infrastructure. Pourquoi j'y crois pas? Parce qu'il y a eu ça aussi dans notre pays arabe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, notre façon de digitaliser. À partir de 2023, quelle année sommes-nous? Nous n'avons pas encore fait ça et nous ne le verrons jamais. C'est comme le bulletin numéro 3, c'est comme le dinar, c'est comme l'électronique, c'est comme le bitcoin, c'est comme le covoiturage, c'est comme tout ce qui est interdit dans le pays. De quoi parlons-nous en fait? Alors, si on voit le pays des Golfe, il y a une différence entre nous et eux, il faut le dire, il n'y a pas de mal. Pour le pays du Golfe, l'accès aux données, il est assez élevé. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'infrastructure. Relativement, même s'ils ne font pas exprès, ils vont l'avoir. Confiance faible, parce que la surveillance, l'utilisation, et puis Maghreb, bon, modéré, parce que nous n'avons pas peut-être le droit. Très faible corruption limitée par les inégalités, puis nous avons cette relation bizarre avec l'information. D'ailleurs, en arabe, comment on appelle ça le mortaillette. لكن لا تعطى. Essayez de poser une question à quelqu'un, à l'ambiance. بلي كيفاش وين تعرف؟ عطيني لهم شو تعمل. Même quand nous conduisons, nous n'utilisons pas de clignotant parce que nous ne voulons pas que celui qui nous suit sache où nous sommes en train d'aller. Et nous avons ça. Encore le tampon, et il y a une jouissance de ce monsieur à faire ce qu'il est en train de... Bon, quand vous voyez taper sur les feuilles, on dit qu'il discutait avec quelqu'un, il y a une jouissance à tamponner et à signer des signatures qu'en fait qui sont des symboles presque hiéroglyphes qui ne signifient rien. C'est des croix, c'est des cercles, c'est des papillons, ça vient d'un autre âge. Dans les pays où j'ai étudié, je n'ai pas vu ça une seule fois. Alors que faire? Nous sommes en train de nous auto-exclure à cause de notre culture, quelqu'un d'autre peut-être en parlera. On ne peut rien faire parce que c'est un tsunami. Les technologies dont nous sommes en train de parler, dont nous allons parler maintenant, c'est un tsunami. Qu'est-ce qu'on peut... Tu peux pas dire non, attends, je ne veux pas, le sol ne me plaît pas. Attendez, hein. Tu dis, il y a de l'eau qui est en train de... Et tu dis, attends, je suis compris, j'ai emmené mon maillot, alors mes cheveux sont secs ou... Ce qu'il faut faire, c'est d'abord ne pas être dans cet immeuble. Je vais le rejouer pour savoir de quoi je parle. L'immeuble est là. C'est lui qui va être écrasé le premier parce qu'il est le plus grand. Ne soyez pas dedans. Donc vous allez vous aligner. Et nous allons utiliser l'IA. Nous n'avons absolument... Ce n'est même pas un choix. Ce qu'il faudra faire, en fait, c'est être là. Swim with the tide. Sur la vague, allez-y, et il faut toujours être aux aguets, parce que je vous le garantis, la technologie dont nous sommes en train de parler, ou dont ces messieurs-là vont parler, sont en train de changer tous les jours. Et pas question d'avoir un retard de quelques années, ou de quelques mois, ou même de quelques jours, ou de quelques heures. Je vous remercie pour votre attention, et j'espère que je n'ai pas été trop long.